Bonjour mesdames, messieurs. Nous sommes dans la séance 3. Écoute-moi s'il te plaît. Première partie. Le mot ménage. Rien de plus facile à comprendre. Cela signifie ménage, n'est-ce pas? Peut-être que oui, peut-être que non. Personne ne peut voir le monde exactement comme les autres et souvent les mêmes mots ont des significations différentes selon les individus. Accepter que les autres voient les choses d'une autre façon est essentiel à une communication saine. Différent ne veut pas forcément dire mauvais. Non. Le plus souvent, cela signifie seulement autre. Bon, les 4 problèmes majeurs dans un couple sont les difficultés de communication, les problèmes sexuels, les finances et la belle famille. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous pouvez probablement cocher les 4 cases. Et parmi ces 4 points, nous pensons que la communication, c'est le problème principal. Si un couple peut apprendre à régler ses différends et à discuter sainement de ses problèmes, il peut alors, le plus souvent, résoudre tous les autres problèmes. Dans cette séance, nous allons nous concentrer sur le domaine de la communication. Nous posons la question, pourquoi nous est-il si difficile de bien communiquer? En fait, il y a plusieurs raisons. Quelquefois, ce que vous voulez dire en vous servant d'un mot n'est pas du tout ce que je veux dire avec le même mot. Quelquefois, ce que vous comprenez avec une phrase n'est pas ce que je comprends avec la même phrase. Bon, messieurs, avez-vous jamais demandé à votre femme, et si nous allions au restaurant? Excellente idée, chérie. Bon, où tu veux aller donc? Où tu veux, ça m'est égal. D'accord. Bien naturellement, je choisis un restaurant, plutôt un endroit qui ne lui plaît pas. Mais comme elle m'a dit, cela m'est égal, elle est obligée d'y aller, n'est-ce pas? Alors, nous allons au restaurant. Mais je ne sais pas quoi commander et ensuite, j'aime pas le plat que j'avais choisi. Finalement, en rentrant, je devine qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème. Et je lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais je ne voulais surtout pas aller dans ce restaurant. Mais tu m'as dit que cela t'était égal. Je sais, mais ce n'est pas ce que je voulais. Je suis donc très en colère le reste de l'après-midi. Bon, nous allons vous transmettre l'idée d'une échelle de 1 à 10. Une de nos amies l'appelle l'échelle de Hendrix. On a l'échelle de Richter, alors pourquoi pas l'échelle de Hendrix? Bon, si vous êtes d'accord, nous allons, sans prétention de notre part, vous utiliser ce terme. Le numéro 10 est le meilleur. Le numéro 1, le plus mauvais. Quand j'ai envie d'aller au restaurant, ne sachant pas où Pamela aimerait aller, je peux lui suggérer de manger chez McDonald's et je lui demande... Pamela, donne-moi un chiffre. Que penses-tu de McDo? McDo, je dirais un 2. Bon, 2, moi, je vais penser un 5. Ensuite, je peux proposer un autre restaurant, disant, Pamela, que penses-tu de ce resto? Celui-là, je dirais un 7. 7? Moi, j'aurais dit un 8, donc allons-y. Vous voyez ainsi que vous pouvez utiliser l'échelle de Hendrix dans de nombreux cas. Par exemple, la couleur de la moquette que vous voulez acheter, le modèle ou la couleur de la voiture que vous pensez acquérir, etc. Ce système vous permet de faire des choix satisfaisants à tous deux. Pour avoir une bonne communication, il faut une bonne base. Il y a 3 choses fondamentales pour une communication efficace. La première est un cœur serviable, un cœur ouvert à l'autre, un cœur qui se donne à l'autre. L'égoïsme entrave un cœur serviable. Pensez à ceci. Dans une dispute, si une personne gagne, vous êtes tous les deux perdants. C'est important. Est-ce que tout le monde a entendu cela? Dans le couple, vous êtes tous les deux dans la même équipe. Mais dans une dispute, peu importe qui gagne, vous perdez tous les deux. On peut être en désaccord, mais sans devoir gagner l'un contre l'autre. La dispute doit être vue non plus comme un duel, mais comme un duo. J'aime bien ça, un duo. Lorsque vous essayez de régler vos différends avec votre conjoint ou avec n'importe quelle autre personne d'ailleurs, votre but
est d'arriver à un terrain d'entente, non pas à parvenir à imposer vos idées. Alors, si quelqu'un est égoïste, il est très difficile d'avoir une bonne communication. Il est très difficile. Et la deuxième chose nécessaire pour une communication efficace, c'est une approche enseignée par Dieu. C'est d'aimer inconditionnellement et de pardonner complètement. Voilà l'approche enseignée par Dieu. Cela signifie simplement un amour sans condition, qui n'est pas basé sur les performances. Un amour sans condition. Aujourd'hui, nous sommes saturés par l'idée de performance, même en faisant l'amour. Les gens ont une promotion au travail où ils sont récompensés grâce à leur performance. Et malheureusement, cette même idée est transposée au mariage. Bon, il est bien difficile d'aimer notre conjoint sans condition, comme Dieu nous aime. Il faut nous rappeler que Dieu nous aime non pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de qui il est. Attention, le fait d'aimer son conjoint sans condition ne signifie pas admettre son comportement lorsqu'il fait du mal à quelqu'un. Nous allons parler de ce dilemme dans la prochaine séance. Bon, il est bien de nous rappeler que l'amour de Dieu est contre le comportement nuisible. Voici un livre qui vous sera utile. Oser s'affirmer, l'art de fixer des limites à autrui. En outre, si nous voulons agir de la même façon que Dieu, nous devons pardonner complètement. Pardonner complètement. Sans pardonner, la plupart des relations ne peuvent pas réussir, et en particulier une relation conjugale. Pardonner ne signifie pas qu'il avait raison, que j'avais tort, ni qu'il avait tort et que j'avais raison. Pardonner veut dire que je ne vais autoriser ni représailles, ni mécontentement dans ma vie. Toute notre vie, il nous est dit de pardonner et nous devons pardonner. Ce n'est pas facultatif. Mais comment pardonner? Nous pouvons pardonner en refusant de nous concentrer sur ce qui nous est arrivé et en regardant plus loin que l'événement, en regardant vers Dieu. Si nous restons fixés sur ce qui nous est arrivé, nous vivons dans ce qui est appelé une attitude victime. Une attitude victime signifie qu'une personne se définit aujourd'hui par ce qui lui est arrivé hier. Dans ce cas, elle vivra pleine de ressentiment et d'amertume pour le restant de ses jours. Donc, le pardon n'est pas facultatif. Que veut dire pardonner? C'est de renoncer au droit d'être blessé. Le pardon n'est pas la même chose que la réconciliation. Et attention, si vous choisissez la vengeance, rien ne vous donnera satisfaction et vous finirez par vous détruire vous-même. Croyez-moi, le pardon est primordial dans le couple. Laissez-moi vous enseigner 8 mots qui sont très importants dans le mariage. Voilà les 8 mots. J'avais tort, je suis désolé, pardonne-moi. Bon, essayons s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Je ne peux pas vous voir, je ne peux pas vous entendre, donc, mais nous allons quand même répéter ensemble, ok? Allons-y. J'avais tort, je suis désolé, pardonne-moi. Est-ce que certains hommes ne l'avaient pas dit? Est-ce que vous avez peur que votre femme vous entende? Well, la troisième chose pour une bonne communication, c'est l'intimité émotionnelle. L'intimité, c'est l'absence de l'angoisse dans la vulnérabilité. Je répète, l'intimité est l'absence d'angoisse dans la vulnérabilité. En d'autres termes, je n'ai pas peur d'être transparent avec Pamela, de lui dévoiler mes luttes, mes blessures et mes difficultés. Et si vous n'avez pas d'intimité émotionnelle, votre mariage peut malheureusement être dépeint comme un divorce émotionnel. Dans ce cas, il va dégénérer en un simple partenariat et non pas une relation profonde. L'intimité émotionnelle, nous ne parlons pas de l'intimité physique, nous parlons de l'intimité émotionnelle. Voilà donc les fondements d'une communication efficace. Maintenant, posons la question, quels sont les obstacles à la communication? Qu'est-ce qui empêche une communication efficace? Il y a de nombreuses
nombreux obstacles à la communication, mais nous allons nous concentrer sur les plus grandes entraves à la communication. Bon, la plus grande obstacle, peu importe la personne avec qui vous en discutez, enfant, collègue, conjoint, l'obstacle numéro un à une bonne communication, c'est la différence de perception du monde. Je répète, l'obstacle numéro un à la bonne communication, c'est la différence de perception du monde. Nous voyons tous le monde qui nous entoure différemment. Voici les différences de perception. Et attention, ni juste ni faux, seulement différent. Chacun voit le monde à travers ses propres lunettes mentales. Aucun être humain ne peut voir le monde comme il est vraiment, mais chacun le voit à sa manière, à travers ses lunettes mentales. Nous avons chacun notre propre angle, notre propre prise de la réalité. Quels sont les éléments qui influencent notre façon de voir le monde aujourd'hui? Bon, le facteur numéro un, c'est notre âge. Un enfant de 2 ans ne voit pas le monde de la même façon qu'un enfant de 10 ans ou d'une personne de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vécu assez longtemps. Ainsi, votre âge posera les bases de votre façon de voir et percevoir le monde. Bon, le deuxième facteur qui va de pair avec l'âge, c'est les expériences de la vie. Les expériences de la vie. La famille d'origine et ses voix du passé ne se taisent jamais. Quelques exemples. La façon dont vous gérez l'argent et dont vous vous disputez. Tout ce qui vous est arrivé dans le passé, ce que vous avez vu, ce que vous avez lu, ce que vous avez pensé ou entendu, contribue à influencer votre façon de voir le monde à l'heure actuelle. Voici pourquoi vous ne voyez pas le monde aujourd'hui comme hier. Pourquoi? Parce que vous avez vécu hier. C'est notre expérience. Les jumeaux ne voient pas les choses de la même façon. Ils n'ont pas eu les mêmes expériences de la vie, ils ont donc des perceptions différentes. Nous ne parlons pas du plan moral ni de ce qui est bon ou mauvais. Est-ce que vous avez compris? Nous parlons tout simplement de différences de perception. Bon, troisième facteur sur la liste et qui est également très important, c'est la personnalité et le tempérament. La personnalité et le tempérament. Les psychologues du développement disent que 40 à 70% de la personnalité est héréditaire. Je n'ai pas dit 4 à 7%, j'ai dit que les psychologues affirment que 40 à 70% de la personnalité est héréditaire. Ce patrimoine ne concerne pas que le père et la mère, mais celui des grands-parents, etc. Pour vous montrer que Dieu a le sens de l'humour, prenez un exemple. De temps en temps, les gènes s'assortissent bizarrement. Supposons que vous ayez un enfant qui ressemble et se comporte comme votre vieil oncle Alphonse. Bon, supposons que personne ne veuille avoir un enfant qui ressemble à votre vieil oncle Alphonse. Et voilà, vous avez un clone de votre vieil oncle Alphonse. Comme je l'ai dit, Dieu a le sens de l'humour. J'aimerais en profiter, pour dire aux parents, voilà pourquoi vous ne devez pas traiter tous vos enfants de la même façon. Il y a 3 domaines ou 3 différences fondamentales qui viennent de notre patrimoine héréditaire. Bon, il y a plusieurs catégories de tempéraments qui sont génétiques, c'est-à-dire déterminées à la naissance. Une, c'est le niveau d'activité, c'est-à-dire le métabolisme. Ni juste, ni faux, seulement différent. Certains enfants ont simplement un niveau d'énergie élevé, n'est-ce pas? Ah, ce niveau d'activité. Un cas d'espèce est à ma gauche. Alain a beaucoup d'énergie, du matin jusqu'au soir, jamais besoin de sieste. Moi, j'ai besoin de plus de sommeil. Égocentriquement, je lui demande pourquoi ne peux-tu pas ralentir? Et j'ai envie de lui demander, mais pourquoi es-tu si paresseuse? Non, mais sérieusement, je ne dois pas dire que j'ai raison et qu'il a tort, ni que j'ai tort et qu'il a raison. La deuxième différence fondamentale, c'est le niveau d'irritabilité.
Le niveau d'irritabilité. Irritabilité. Bon, cela peut être identifié dès les heures qui suivent la naissance. Certains parmi vous savent de quoi je parle. Des pleurs dès la naissance jusqu'à 21 ans. Vous dites oui, l'enfant dit non. Vous dites blanc, l'enfant dit noir. Vous dites la montagne et l'enfant dit la mer. C'est l'esprit de contradiction. Bon, ce type d'individu devenu adulte aime bien se livrer à des doutes verbaux, débattre Des et argumenter. joutes verbales. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit les doutes. Mais Ah, c'est les pas joutes. grave. Ah oui, les Qu'on joutes. comprenne bien les joutes. D'accord. Et il vient débattre et argumenter. Il y a deux genres de personnalités dans ce domaine du niveau d'irritabilité. Le premier est l'enfant docile qui s'intègre à tout. Il s'adapte facilement au changement. Puis, il y a l'enfant timide. Il est possible d'apprendre à un jeune timide de 125 kilos à être agressif dans une équipe de rugby. Mais il restera timide en société parce qu'il est presque impossible de changer sa personnalité fondamentale. Bon, la troisième différence fondamentale, c'est le niveau de sociabilité. Le niveau de sociabilité. Bon, comparons une personne avec un niveau élevé de sociabilité, comme Pamela, qui se plaît à être avec les gens, avec une personne qui a un niveau moins élevé, moi. L'une aime être dans la foule, l'autre préfère les tête-à-tête lors des sorties ensemble. Vous pensez qu'elle ne veut pas être seule avec vous, alors qu'elle prend plaisir simplement à être entourée de tout un tas de gens. Voilà ce qui peut être une source de conflit. Et si vous voyez des parents irritables avec un enfant irritable, Ah, c'est la guerre. et des parents avec moins d'énergie avec un enfant qui déborde d'énergie, Toujours la guerre. ces trois domaines de différence de perception, l'âge, les expériences de la vie et la personnalité, expliquent 75% des conflits en communication, sans même prononcer un seul mot. Avez-vous compris ce que je viens de dire? Des différences sont introduites dans notre vie au moment de la conception. Personne d'autre ne peut voir le monde comme moi à cause de ces différences. Nous ne sommes pas pareils. Encore une fois, ni juste, ni faux, seulement différents. Bon, le quatrième domaine dans les différences de perception, c'est la santé physique. Si vous souffrez d'un problème physique, arthrite, migraine ou peut-être dos fragile, et si vous prenez un médicament, cela aurait une incidence sur votre façon de voir le monde. La santé physique. Souvenez-vous la fois où vous vous êtes foulé la cheville ou cassé la jambe et que vous avez dû marcher avec des béquilles? Souvenez-vous de combien vous étiez épuisé en fin de journée et combien c'était difficile de faire les choses normales. Par conséquent, si quelqu'un a des problèmes physiques, il ne verra pas le monde de la même façon que quelqu'un en bonne santé. Cela changera sa façon de voir certains problèmes. Au sujet des différences de perception ou des lunettes mentales, il faut introduire des schémas que nous appellerons les cartes mentales. Ces cartes mentales qui dictent la pensée et le comportement se trouvent au cœur de pourquoi les gens font ce qu'ils font et pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Bon, nos différentes cartes mentales qui dictent la pensée et le comportement mettent aussi barrière à la communication. Dans le cerveau, nous avons des centaines, voire des milliers de ces cartes. Toute phrase, tout mot évoque une carte mentale, et certains voient le monde très différemment de nous. Plus que vous pensez d'une certaine façon pendant longtemps, plus il est difficile de changer. Une fois adulte, il est très difficile de changer. Nous n'avons pas envie de changer quelque chose auquel nous avons cru depuis longtemps. Quand il faut changer ou quand un changement nous menace, c'est une source d'anxiété. La dénégation est donc souvent la réaction à ceci. Pour croire que quelque chose doit être comme ceci ou comme cela, il est même possible de déformer la vérité pour protéger ou prouver le bien fondé de sa conviction. Les mots créent une
carte mentale. Par exemple, je vous dis le mot salon et vous avez une carte mentale d'un salon et de son usage. Je vous dis vacances et vous avez une carte mentale de ce que sont les vacances. Encore une fois, ni juste, ni faux, seulement différent, une autre perception des choses. Bon, prenons Nathalie et Guillaume. Ils souhaitent bien se préparer pour le mariage. Ils vont donc chez un conseiller. Et après une ou deux séances, le conseiller leur dit qu'ils auront peut-être quelques problèmes de communication. Ils sourient à cette idée, pensant que leur conseiller est nul. Et un an plus tard, ils s'aperçoivent que le conseiller n'avait pas complètement tort. Comme ils travaillent tous deux plein temps, il convient de partager les tâches ménagères. Samedi matin à 8 heures, le réveil sonne et le cerveau de Nathalie fait démarrer sa carte mentale pour faire le ménage. Elle donne un petit coup de coude à Guillaume et lui dit que c'est l'heure de faire le ménage. Ah, mais c'est certain que Guillaume a la même idée que Nathalie. Ou peut-être pas. En effet, pour Guillaume, faire le ménage, par exemple, il prend sa douche, la serviette est un peu mouillée, donc il va l'étendre sur le baignoire. Il va regarder derrière lui et voir la poubelle, elle est pleine, mais elle ne déborde pas. Il va dans la cuisine et là, il y a la vaisselle un peu partout. Il va aider, bien sûr, Nathalie. Donc, il empile les assiettes dans le l'évier et puis il donne un coup d'éponge ici et là. Il regarde un peu par terre et il voit qu'il y a quelques miettes, donc il va les ramasser, mais il ne va pas passer le balai. Et les hommes, qu'en pensez-vous? Mais que pense Nathalie? Pour Nathalie, faire le ménage, ça veut dire, bon, on commence en passant l'aspirateur, et puis la serpillière, et puis on dépoussière. Et puis ce sont les salles de bain, les WC, les baignoires, les douches, même les fenêtres si elles sont un peu sales. Les mêmes mots, les notions différentes. Le même couple, un autre thème. Passer du temps ensemble. Bon, Guillaume a lu les livres sur l'importance de passer du temps ensemble. Il propose que lui et Nathalie fassent des efforts pour passer plus de temps ensemble. Nathalie est impressionnée et attend de voir ce que Guillaume va proposer. Donc, il propose de regarder ensemble un match de foot. Mais il ne faut pas que Nathalie parle pendant le match, seulement à mi-temps. Ce n'est pas ce que Nathalie appelle passer du temps ensemble. Mais elle était avec lui à 30 cm de lui sur le canapé. Selon Nathalie, passer du temps ensemble voulait dire avoir l'attention de Guillaume en faisant quelque chose ensemble, comme les courses. Pour lui, c'était juste la proximité physique. Voyez-vous, ni juste, ni faux, seulement différent. Mais ces notions différentes peuvent mettre barrière à la communication, n'est-ce pas? Donc l'obstacle numéro 1 à une bonne communication, c'est que nous voyons tous le monde différemment. Nous voyons tous le monde différemment. C'est normal, ne soyez pas inquiets, tout va bien. Quand vous vous irritez l'un l'autre, agacés comme agaçants, sont convaincus que leurs valeurs sont les bonnes et que l'autre est dans l'erreur. Que faut-il dire? Ni juste, ni faux, seulement différent. Ouais. Un deuxième obstacle à la communication, c'est la défense de soi, de son ego. La défense de soi, de son ego. Et prenez note, ces défenses peuvent être bonnes ou mauvaises. À la naissance, le cerveau est comme une bobine de film vierge ou comme un ordinateur qui n'est pas programmé. Au tout début, le bébé ne sait pas où s'arrête ou commence quelque chose. Êtes-vous arrivé à voir un bébé regarder sa main? Il ne sait même pas que sa main lui est attachée. Ou avez-vous déjà vu un bébé mettre son pied dans la bouche, le mordre et pleurer? Les défenses de notre ego commencent à se développer dès l'âge de 12 mois. L'enfant s'aperçoit que je ne suis pas le plancher, je ne suis pas le mur et je ne suis certainement pas toi. Écoute-moi. L'enfant est en train de développer la partie égo de sa personnalité.
L'ego est la partie la plus fragile de sa personnalité. Les enfants se souviennent des prénoms, des étiquettes que leurs parents leur ont données. Et cela aura un effet sur la façon dont ils se considéreront eux-mêmes et comment ils verront la vie dans l'ensemble. Les défenses de notre ego se constituent un arsenal caché, avec des canons dirigés vers l'extérieur qui nous couvrent. Nous utilisons ces défenses pour nous protéger, pour abattre la réalité. Et si besoin est, nous déformons la réalité pour protéger notre ego et ne pas souffrir, et sans même nous en rendre compte. Ça peut être bon ou mauvais. Bon, il faut nous bien rappeler que Dieu a créé toutes choses bonnes et Satan peut les rendre mauvaises. Les défenses sont utiles pour se donner du temps, pour s'adapter aux événements de la vie, comme un choc, un brouillard mental lors d'une tragédie, la dénégation suite à une mort. Nous oublions temporairement un passé pénible. Certains déforment la réalité, ils inventent des histoires pour se protéger ou pour paraître bien. C'est destructeur lorsque ces défenses empiètent sur nos relations ou lorsqu'elles nous empêchent de reconnaître nos fautes. Donc, quand est-ce que nos défenses franchissent la ligne? Quand elles nous empêchent de faire la différence entre le bien et le mal, ou quand elles touchent à nos relations. Satan nous dit, il ne faut pas vous servir temporairement, mais tout le temps. Voici 6 exemples de défense de notre ego. Le premier est la dénégation, ou le déni si vous voulez. Refuser de reconnaître que nous avons un problème, ou refuser d'assumer la responsabilité de nos attitudes ou actions. Je répète, la dénégation, refuser de reconnaître que nous avons un problème, ou refuser d'assumer la responsabilité de nos attitudes ou actions. La dénégation dit que le problème n'est pas moi, mais vous. Néanmoins, la première chose pour résoudre un problème, comme pour les alcooliques anonymes, c'est de reconnaître le problème. Bon, au début de notre mariage, Pamela et moi, nous avons décidé que chacun ferait sa propre valise lors de nos voyages. Je fais donc la mienne et nous partons. Quand nous arrivons à destination, j'ouvre ma valise et la première chose que je vois, c'est le flacon de shampoing dont le bouchon n'est pas bien vissé. Vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Il y avait du savon partout, il y avait dans mes chaussures, sur mes vêtements, dans mes livres. Et donc, quand je vois ce problème dans ma valise, je laisse échapper un « Mais qui a mis un flacon de shampoing dans ma valise sans bien visser ?» Je ne pouvais que le regarder. Bon, le seul responsable possible, c'était moi. Mais voyez-vous, je ne voulais pas accepter la responsabilité de cette action. Et en posant cette question, je me servais de la dénégation. Voici le deuxième exemple de défense de l'ego. C'est le repli sur soi-même. Se retirer mentalement ou physiquement d'une situation qui est source d'anxiété. Le repli sur soi-même. Se retirer mentalement ou physiquement d'une situation qui est source d'anxiété. Votre conjoint s'endort pendant que vous lui parlez. Ou bien vous dites « Je retourne chez ma mère ». Voilà un exemple de repli sur soi-même. C'est la base de l'abus d'alcool et de l'usage des stupéfiants. Bon, Pamela dit qu'il y a un problème dans notre mariage. Et la plupart du temps, je sais de quoi elle parle parce que je me rappelle ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Mais je dis que je ne veux pas en parler de ce problème. Voici le repli sur soi-même et ce n'est pas légitime. Non, pas du tout. Il est de ma responsabilité de fixer l'heure ou l'endroit pour discuter de notre accord dans les 24 heures, si nous ne pouvons pas le faire tout de suite. De temps à autre, des gens nous demandent si nous arrivons à nous disputer.
Souvenez-vous que nous sommes ensemble 7 jours sur 7 et pratiquement 24 heures sur 24. Nous travaillons ensemble, nous écrivons ensemble, nous voyageons ensemble. Tu peux poursuivre maintenant? Bon, les gens nous demandent si nous arrivons à nous disputer. Et je dirais que nous ne disputons pas vraiment. Alors, comment l'appellerais-tu? Pourquoi pas la fraternité intense? Nous avons beaucoup d'occasions pour pratiquer cette fraternité intense. Le repli sur soi-même. La prochaine, troisième défense de notre ego, c'est le transfert. Cibler une personne ou un objet moins menaçant d'être la cause de nos problèmes ou difficultés. Je le répète, le transfert, cibler une personne ou un objet qui est moins menaçant d'être la cause de nos problèmes ou difficultés. Attribuer à l'autre la responsabilité de ses propres problèmes. Un homme au travail. C'est une mauvaise journée parce que son patron n'a pas aimé un projet sur lequel il travaille depuis longtemps. Il va s'en prendre à sa femme. Quand il rentre chez lui, il trouve sa femme en train de préparer des haricots verts au lieu des petits pois. Qu'est-ce qu'on mange? Haricots. Tu sais, depuis 20 ans que je n'aime pas les haricots verts. La femme ne sait pas de la raison pour sa colère, mais elle ne réagit pas. Finalement, elle s'en prend à leur fille de 16 ans qui écoute la musique trop forte. L'adolescente ne comprend pas, mais elle ne va pas répondre isolément à sa mère qui entre dans sa chambre, son petit frère de 6 ans qui n'a aucune idée de la raison de la colère de sa sœur simplement parce qu'il est entré dans sa chambre. Le petit frère, il retourne dans sa propre chambre et il s'en prend à son nounours. Je t'ai dit d'arrêter de me regarder comme ça, ou je te donne un coup de poing dans le nez. Et c'est comme ça que le petit nounours reçoit un coup dans le nez. Voici une illustration du transfert. La plupart du temps, il s'agit d'une explosion de colère, mais souvent aussi de la violence physique.
Le prochain exemple de défense de notre ego, c'est la projection. Attribuer aux autres nos attitudes ou actions qui sont inacceptables. La projection. Attribuer aux autres nos attitudes ou nos actions qui sont inacceptables. Prétendre que nos fautes sont la faute des autres. Quelque chose que je n'aime pas en moi-même, je le projette sur quelqu'un d'autre. Un exemple. Avant l'âge de 20 ou 21 ans, nous établissons notre identité générale. Si j'agis en contradiction avec ma perception du moi, cela provoque une sensation de gêne au-dessus du niveau conscient. Je me comporte donc comme si les autres ont un problème, mais pas moi. Il m'est beaucoup plus facile de dire Alain est égoïste que de dire Pamela est égoïste. C'est beaucoup plus facile pour moi de dire qu'il est difficile de s'entendre avec Pamela que de dire je suis difficile. Avez-vous déjà vécu la situation, une personne parle de quelqu'un d'autre et tout à coup vous vous rendez compte qu'il se décrit lui-même? Il projette sur la personne dont il parle ses propres sentiments. Un homme est allé chez le médecin pour le problème d'audition de sa femme. Il dit au médecin « Salut Doc, je consulte aujourd'hui mais ce n'est pas pour moi. C'est parce que j'ai remarqué que ma femme avait un problème d'audition. Elle a ce problème, mais elle refuse de se faire un examen, justement. Et donc ma question, c'était de savoir, est-ce qu'il y a un moyen de tester son audition ? Le médecin suggère qu'il rentre chez lui et que quand elle ne le regarde pas, il lui dise quelque chose pour voir comment elle réagit. Il entre dans la maison sans faire de bruit et il va vers la cuisine où se trouve sa femme, le dos tourné vers lui. L'homme dit doucement « Qu'est-ce qu'on mange ?» Rien. Il fait un pas et parle un peu plus fort. « Qu'est-ce qu'on mange ?» Toujours rien. Il avance jusqu'à 1 mètre seulement de sa femme et il crie presque « Mais qu'est-ce qu'on mange ?» Pour la 3e fois, du poulet. Alors, qui avait un problème? Voilà un bel exemple de projection. L'avant-dernière défense, numéro 5 de mon ego, c'est la régression. Lorsque quelque chose m'arrive provoquant une sensation de gêne vis-à-vis du moi. La régression signifie reprendre un comportement qui caractérisait une période plus stable. Reprendre un comportement qui caractérisait une période plus stable ou plus satisfaisante dans la vie. On agit comme un enfant de 4 ans. Voilà une forme favorite de régression. Messieurs, notre forme préférée de régression, c'est de bouder. Ça alors, si elle va être comme ça, je ne lui parlerai pas pendant 3 jours et elle saura que quelque chose ne va pas dans cette maison. Attention, mesdames, nous ne sommes pas à l'abri de faire de l'amour, nous non plus. Nous pouvons même très bien le faire parfois. Se plisser les lèvres et faire les grands yeux tristes quand nous sommes blessés. Mais quel est notre atout? Quelle est la forme préférée de régression chez la femme? Les larmes. L'eau marche toujours. Je ne parle pas... Ici, il ne s'agit pas de pleurs sincères dont nous avons tous besoin de temps en temps. Je parle de manipulation. Et chaque femme devant moi sait de ce dont je parle. Pas que vous l'ayez fait forcément, mais du moins vous avez déjà vu quelqu'un d'autre le faire. Une petite fille apprend très jeune que les larmes lui permettent d'obtenir ce qu'elle veut, ou les larmes font de sorte que l'on la laisse tranquille. Guerre à l'ami, au fiancé ou mari. Elle a appris la leçon. Si je pleure, les gens reculent ou ils me donnent ce que je veux. La régression. Cela peut sembler dur à dire, mais lorsqu'un adulte fait un caprice ou pique une colère, lorsqu'il claque la porte, ou crie ou donne un coup de pied ou frappe quelqu'un, c'est juste un enfant de 4 ans dans un corps adulte. C'est exact.
Cela semble très sévère, mais c'est exactement ce qui se passe. Il existe des adultes qui n'ont pas la moindre idée de comment résoudre un conflit au niveau adulte. Ils régressent, remontent dans le temps et agissent comme des enfants. La régression. La défense finale, c'est la justification, numéro 6. Reprocher ses difficultés aux autres ou aux circonstances. D'habitude, cela se fait d'une manière acceptable en société. Bon, je le répète, la justification se produit si nous reprochons nos difficultés aux autres ou aux circonstances. Rappelez-vous que nous établissons une image de nous-mêmes avant l'âge de 20 ou 21 ans. Dans la projection, défense numéro 4, si mon comportement est en contradiction avec l'idée que j'ai de moi-même, j'agis comme si c'était vous ou quelqu'un d'autre qui a un problème. Mais dans cette défense de justification, au lieu d'agir comme si d'autres avaient un problème, je crée une raison qui est acceptable en société pour trouver des justifications à mes actions. Quand une personne utilise cette défense, elle ne déverse pas sa colère, mais elle se cherche des excuses ou change les règles à sa convenance. De cette manière, les gens essaient de justifier le mensonge, les tromperies et ainsi de suite. Bon, passons. Comment se défendre contre nos propres mécanismes de défense? Numéro 1. Il faut reconnaître que nous avons des mécanismes de défense. Reconnaissez que nous avons tous nos défenses. Vous les avez depuis l'âge de 2 ans et vous en aurez jusqu'à 100 ans. Et si vous prétendez que vous n'en avez pas, nous sommes heureux que vous soyez venu aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas vous aider, car vous êtes en train d'utiliser la dénégation comme défense. Deuxièmement, identifiez les défenses que vous employez. Identifiez les défenses que vous employez vous-même. La dernière fois que vous avez eu de la fraternité intense, est-ce que vous avez justifié ou régressé ou projeté? Qu'est-ce que vous avez fait? Souvent, ces défenses viennent 2 par 2. Et quand sont-elles mauvaises? 1. Quand elles nous empêchent de reconnaître nos fautes et 2. Quand elles empiètent sur nos relations. Troisièmement, alors, vous devez apprendre à contourner vos défenses. Apprenez à contourner vos défenses. Parce que, voyez-vous, dès que l'ego est attaqué, dès qu'il est blessé, l'arsenal de nos défenses se met en place et toute communication cesse complètement. Bon, dans la prochaine séance de Écoute-moi, s'il te plaît, notre tâche consistera à partager avec vous une méthode très pratique pour communiquer sans attaquer l'ego. Jusqu'à ce que vous appreniez à le faire, il sera extrêmement difficile, sinon impossible, de communiquer efficacement dans toute relation humaine. Ce que vous avez appris dans cette séance, nous allons l'appliquer d'une manière pratique, très pratique, dans la prochaine séance. Merci. L'incapacité à prendre en compte la colère de manière constructive est un obstacle majeur dans la communication. Dans cette séance, Pamela et Arlin débattent de la façon de traiter la colère pour qu'elle ne porte atteinte ni ne détruise la relation. Si la résolution des conflits est une chose qu'on doit améliorer, l'art d'apprendre à écouter ce qui se cache derrière les mots est tout aussi essentiel. Un mode d'emploi fait partie de cette présentation qui est non seulement amusante mais surtout pertinente.